Maegovanen Tolkien-Dili, Imlimbaire Mathlin Thararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Joyeux Hobbit Day à tous. En ce 22 septembre, jour de l'anniversaire de Bilbo et de Frodo, la communauté de fans de Tolkien en profite pour faire la fête et manger plusieurs petits déjeuners. Pour l'occasion, nous avons donc décidé de sortir une nouvelle vidéo hors série sur les Hobbits. Si l'année dernière nous avions parlé des origines et de l'histoire des Hobbits, et je vous renvoie vers cet épisode si la question vous intéresse, aujourd'hui ce sont les mœurs et coutumes de ce petit peuple qui vont nous intéresser. Calendrier, gouvernement et autres traditions d'anniversaire sont donc au programme de cet épisode. Vous êtes prêts à devenir un véritable Hobbit ? C'est parti ! Donc, comme vous savez déjà tout ce qu'il faut savoir sur l'origine, la description et l'histoire des Hobbits, nous pouvons passer à la suite. Il est important de savoir que, même si la grande majorité des Hobbits vit dans le comté, il y a également des colonies Hobbits dans les villages du Bois de Chett, c'est-à-dire Bree principalement, ainsi qu'Archett, Combe et Racar. Les Hobbits étant tombés amoureux de cette région et n'ayant pas particulièrement le goût de l'aventure, une fois leur migration terminée vers cette région, ils ne bougèrent plus. D'ailleurs, les Hobbits bougent si peu et s'intéressent tellement peu à tout ce qui est hors de leur terre que globalement ils se mirent à se méfier de toutes les grandes gens, qu'ils soient humains, nains ou elfes. Ils se méfiaient d'ailleurs de tout ce qui concernait les grandes gens et préféraient ne pas être mêlés à leurs affaires. Enfin, ils se méfiaient peut-être par-dessus tout de la mer, des fleuves et même des rivières, car peu d'entre eux savaient nager et ces étendues plus ou moins grandes d'eau étaient donc considérées comme de vrais dangers mortels. Ils ont l'air de se méfier de beaucoup de choses quand même. Ils égaleraient presque les nains niveau paranoïa. Là-bas, ils construisirent des trous de hobbits, mais également des maisons. Car finalement, les trous, ou smyals, ne pouvaient pas se construire partout. Les hobbits, au cours des ans et à force de se multiplier, commencèrent donc à construire des habitations au-dessus du sol. Les trous de hobbits n'étaient habités plus que par les plus riches qui construisaient de grandes galeries avec plein de fenêtres, et les plus pauvres qui vivaient quant à eux dans des trous très sommaires, qui pouvaient parfois avoir pour seule ouverture la porte d'entrée. Des hobbits qui vivent dans des maisons lambda comme nous ? Ah, c'est trop bizarre. Les maisons hobbits pouvaient être faites de bois, de briques ou de pierre. Elles étaient généralement longues, basses, confortables et toutes de plein pied, car les hobbits n'aimaient pas du tout vivre ou dormir en hauteur. Certaines de ces constructions imitaient les smyals, dans le sens où elles étaient recouvertes de foin, de chaume ou de gazon, avec des murs légèrement bombés. Enfin, ce qui caractérise en revanche smyal comme maison hobbit, ce sont les fenêtres et les portes rondes. Il y avait également de nombreuses constructions hors sol qui pouvaient servir de remise ou d'atelier, particulièrement prisées par certains corps de métier comme les meuniers ou les forgerons par exemple. Que ce soit les smyals ou les maisons, les habitations étaient généralement peuplées de nombreux hobbits regroupés en familles ou en clans. Alors Bilbo et Frodo, c'est pas vraiment ce que j'appellerais une grande famille. Bilbo et Frodo sont clairement une exception. Deux célibataires qui vivent dans un aussi grand trou de hobbits, c'est assez étrange. Ainsi, les smyals abritaient plusieurs générations sous le même toit, dans une ambiance plus ou moins harmonieuse. Les hobbits ont d'ailleurs un esprit de famille ou de clan assez développé, ce qui est sans doute en lien avec leur amour démesuré pour la généalogie. Les poussant à créer d'immenses arbres généalogiques très complexes, permettant limite de connaître tous les liens entre tous les hobbits. Les familles hobbits suivaient un fonctionnement monogame et patriarcal, dans le sens où le nom et l'héritage passaient techniquement par les héritiers mâles. Le chef de clan est généralement le hobbit le plus âgé, mais sa femme occupe une position tout aussi importante, et lorsque le chef de famille décède, la gérance de la demeure revient d'abord à son épouse. Ce n'est qu'au décès de cette dernière que le fils le plus âgé pourra ensuite récupérer l'héritage. Puisque nous sommes dans les histoires de famille, parlons un peu des anniversaires. Les hobbits ont l'habitude de fêter leur anniversaire, et un des plus importants est celui des 33 ans, car c'est la majorité hobbit. La tradition la plus intéressante autour de cet événement... Tu veux dire, hormis le fait de faire un repas somptueux ? La tradition la plus intéressante autour de cet événement, hormis le fait de faire un super repas, est autour des cadeaux. Si chez nous on a pour habitude de recevoir un cadeau pour notre anniversaire, les hobbits, eux,
offre des cadeaux aux autres à cette occasion. Des cadeaux généralement simples et peu coûteux, mais avec cette tradition et le nombre de hobbits qui vivent dans le comté, tout le monde recevait en général bien un cadeau par semaine, ce qui participait considérablement à l'encombrement des maisons. Ces cadeaux n'étaient pas toujours des cadeaux neufs, et certains pouvaient passer de main en main, servant à plusieurs reprises de cadeaux d'anniversaire. Et beaucoup étaient ce que les hobbits appellent des mattoms. Que ça veut dire que ceci? Un mattom est un objet dont on n'a pas l'utilité, mais que l'on refuse de jeter. Un bibelot, quoi. Les maisons de hobbits étaient remplies de mattoms, et il y avait même dans la ville de Grande Creusée un musée appelé la Maison des Mattoms. Étaient exposées par exemple là-bas des armes de la grande bataille des Champs Verts, ou encore la Côte de Maille en mithril de Bilbo. Selon une ancienne coutume, un bébé hobbit, peu après sa naissance et l'annonce de son nom, recevait un cadeau du chef de famille. Une manière de le reconnaître et de lui souhaiter la bienvenue dans la famille. Les chefs de famille seraient, de par cette tradition, tenus d'offrir un petit quelque chose aux hobbits de leur famille dont c'est l'anniversaire. Autre tradition, le jour de son 3e anniversaire, l'enfant hobbit offre des cadeaux trouvés, cultivés ou fabriqués à ses parents. C'est d'ailleurs de cette tradition que viendrait celle d'offrir des cadeaux à l'occasion de son propre anniversaire. Vous l'aurez compris, les anniversaires ont une grande importance sociale chez les hobbits, régis par de nombreuses règles et formalités. Mais outre les anniversaires, les hobbits offraient également souvent des cadeaux en guise de remerciements ou contre des services. Restons sur le thème des réjouissances et parlons cette fois-ci d'une des plus grandes fiertés des hobbits, l'herbe à pipe. Le fumage de l'herbe à pipe est considéré par les hobbits comme un art à part entière, qui serait la seule chose qu'ils auraient réellement inventée eux-mêmes. Cet art remonterait à des temps immémoriaux. Enfin, immémoriaux pour les hobbits, c'est-à-dire au moins avant leur installation dans le comté. Cependant, ce serait un certain Tobolt Soncornet, habitant Fondre-Hollow, dans les quartiers sud, qui aurait pour la première fois cultivé réellement l'herbe à pipe vers l'an 1070 selon le calendrier du comté. Patience, je vous parle du calendrier du comté juste après. Ce fameux Tobold ne révéla jamais où il avait trouvé cette plante, mais cette dernière pousserait en abondance du côté de Brie, endroit où le hobbit se rendait souvent. Il y a d'ailleurs une guéguerre entre les hobbits de Brie et du comté, car ceux de Brie prétendent être les premiers à avoir pratiqué l'art du fumage de pipe, et que les colons qui vivent dans le comté n'ont fait que leur piquer l'idée. Mais l'histoire de cette herbe en elle-même serait plus compliquée, car elle pousse également au Gondor, sur les rivages de l'Anduin, et aurait potentiellement été importée depuis Númenor. Alors clairement, je m'attendais pas à t'entendre parler de Númenor à partir de l'herbe à pipe des hobbits. Le comté fournit donc la meilleure herbe à pipe qui existe, avec notamment 3 variétés, les feuilles de Fondre-Hollow, le vieux Toby et l'étoile du Sud. Brie joua pour le coup le rôle de carrefour qui permit aux Dunedain, aux nains et aux magiciens de découvrir cet art et de s'y adonner par la suite. Allez, fini les réjouissances, parlons administration maintenant. Les hobbits n'ont pas de gouvernement à proprement parler. Ils tirent globalement leurs lois de l'époque des rois de l'Arnor, et ne les ont pas remises en question depuis des siècles, étant donné qu'ils les estiment justes. Chaque grande famille qui habite chaque différent quartier et ville du comté avait donc pour habitude de gérer leurs petites affaires tranquillou-bilou. Il y a techniquement un Thain, ce qui veut dire chef dans l'ancienne langue des hobbits. Ce Thain est traditionnellement un homme de la famille Took, ce qui vaut d'ailleurs à ce clan une certaine renommée et un certain respect de la part des autres. Le Thain est techniquement à la tête des comices du comté, du rassemblement du comté et de la hobbiterie en armes. Mais comme ces instances n'ont que très rarement besoin de se rassembler, eh bien le titre de Thain est plus honorifique qu'autre chose. Titre dont héritera d'ailleurs notre cher Pipin. Finalement, le seul hobbit à vraiment avoir un rôle d'importance était le maire de la ville de Grande Creusée. Élu tous les 7 ans à la foire libre des Coteaux Blancs, au milieu de l'été, sa plus grande responsabilité était de présider les banquets qui avaient lieu pendant les jours fériés. Et autant vous dire qu'il y en avait beaucoup dans le comté. Ok, je plaque tout et je deviens maire du comté. Techniquement, le maire avait également 2 autres fonctions, moins enviables, je vous l'accorde. Celle de maître des postes et de premier connétable, les 2 seules administrations du comté. Ainsi, il gérait le service des messageries qui, même si tous les hobbits n'étaient pas lettrés, fonctionnait à plein régime. Car ceux qui savaient écrire adoraient s'envoyer des lettres et autres petits mots de remerciement. Le service de police ou connétable prenait beaucoup moins de temps au maire. Ces hobbits se reconnaissaient par la plume qu'ils portaient sur leur casquette et avaient plutôt un rôle de garde forestier.
D'ailleurs, ils n'étaient que 12 pour toute la région, 3 par quartier pour s'occuper de l'intérieur du pays, et les autres étaient les gardes frontières, dont le rôle était de s'assurer que les gens de l'extérieur ne venaient pas embêter ceux du comté. Frodo occupa cette fonction un petit temps, et Sam fut maire du comté à 7 reprises, jusqu'à ses 96 ans. Parlons maintenant du calendrier Hobbit, aussi appelé compute du comté. Le calendrier Hobbit débute avec la colonisation du comté par le petit peuple. Ainsi, l'an 1601 du Troisième Âge correspond à la première année du calendrier Hobbit. L'année Hobbit est également de 365 jours, mais il faisait en sorte que chaque année débute sur le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi, et se termine sur le dernier, soit le vendredi. Ce calendrier est composé de 12 mois durant tous 30 jours. L'après-Yule, Solmath, Reth, Astron, Thirmidge, Avonlith, Aprelith, Wedmath, Alimath, Winterfilth, Blotmath et Avant-Yule. Attends, 12 mois de 30 jours, ça fait pas 365, hein? Oui, car les 3 jours de la mi-été, appelés Lith, sont des jours à part des autres mois, idem pour les 2 jours de Yule, qui marquent la fin d'une année et le début de la suivante. Ces 2 périodes sont d'ailleurs des périodes de fêtes et festins. Et une fois tous les 4 ans, l'année bissextile, le Lith durait 4 jours et était alors appelé Grand Lith. Ces jours d'ailleurs ne comptent pas dans la semaine, ce qui permet aux semaines d'être toujours les mêmes d'une année à l'autre. Petite anecdote, le vendredi était le seul jour à ne jamais être le premier du mois. Ainsi, si vous voulez dire quand les poules auront des dents version Hobbit, vous pouvez dire le vendredi 1er du 13e mois. Les noms des mois Hobbit viennent des anciennes langues des hommes qu'ils côtoyaient à l'époque où ils vivaient encore au niveau de l'Anduin. Et ils en avaient bien sûr oublié la signification depuis. La semaine était également de 7 jours. Et les Hobbits avaient là aussi dérivé les noms depuis la langue des humains qu'ils avaient côtoyés autrefois. Ce qui donnait Starday, Sunday, Monday, Tuesday, Evansday, Mersday et Highday. Le vendredi, qui était le dernier de la semaine, était également la journée la plus importante de la semaine, car personne ne travaillait l'après-midi et le soir servait à faire la fête. Oh ça y est, j'ai à nouveau besoin d'un Doliprane. T'en fais pas, on a fini avec le calendrier. On va finir avec les langues et 2 anecdotes. Les Hobbits semblent avoir toujours parlé la langue des humains qu'ils côtoyaient. Si une langue Hobbit a existé, elle est perdue. Au temps du Seigneur des Anneaux, les Hobbits parlent donc le langage commun, et ont hérité de quelques mots des hommes qui vivaient dans le Val d'Anduin et dans le Dunland. Ce qui fait qu'ils ont des mots ou étymologies en commun avec le peuple du Rohan. Enfin, et pour finir, nous noterons que les Hobbits ont un amour prononcé pour la bouffe, et particulièrement pour les champignons. Ce qu'ils aiment également, c'est avoir des livres qui racontent ce qu'ils savent déjà et qu'ils estiment raisonnable. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez passer un très bon Hobbit Day. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Jiri.